Bonjour à tous. Je me permets juste de vous dire rapidement que je vais lire mon texte et que ce sera moins sympa que si je regarde. Pour rester structuré, je risque d'avoir le nez sur ma feuille. J'ai posté récemment des dessins, si on peut dire, des tracés de géométrie. Et en effet, cela a suscité pas mal de questions venant d'horizons multiples. Il est clair que vu l'enchevêtrement des sujets que regroupe l'étude du carré magique Sator-Rotas, l'origine des questions qu'on me pose, comme l'origine du carré en lui-même, ne peut être que multiple. Voilà. Le principe est déjà posé ici, mais on y reviendra. Donc, le carré Sator, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, c'est un carré. Après que des gens, on ne sait pas quand, ni pourquoi, ni comment, ni avec quelle logique, aient inscrit 5 mots dans une langue incertaine, dans un carré, ça c'est une chose. Indépendamment de ce contenu-là, et mise en scène, c'est un carré quelconque. Avez-vous déjà réfléchi aux formes géométriques globalement? On n'a pas le temps de faire le job là sur cette vidéo, donc je vous laisse faire l'observation qu'on est obligé d'étudier les autres formes qui composent la classe, on va dire, pour comprendre qu'est-ce qu'un carré globalement. Tout est toujours par rapport à, sinon il n'y aurait pas de forme en soi. Donc voilà rapidement qu'est-ce qu'un carré. Le Sator plus particulièrement, c'est un palindrome. C'est-à-dire qu'on peut le lire dans tous les sens. Donc de droite à gauche, Sator, on voit bien que l'inverse c'est Rotas. Hein, voilà. Donc le principe c'est ça, Arepo, l'inverse c'est Opéra. Oui, parce que les 5 mots, bon, je pense que vous avez pu regarder un petit peu, mais si vous ne connaissez pas, les 5 mots du carré sont Sator, Arepo, Téné, Opéra, Rota. Les anciens qu'on a trouvés du carré Sator, eux commençaient par Rotas. Il y a fort à parier que c'est païen, mais on verra tout ça beaucoup plus tard. Donc quoi qu'il en soit, dans un sens comme dans l'autre, c'est pareil. Mais pas en diagonale. Et pourtant, c'est le cas des carrés magiques en chiffres. Vous pouvez voir ça, c'est très connu également. Bien, on connaît avec le Sudoku un petit peu le principe. Où les diagonales sont comme les côtés. Ici, ce n'est pas le cas avec les lettres. C'est pourquoi l'addition des termes en place de diagonale ne devrait pas traduire le même nom que les lignes ou colonnes. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un petit peu avancé sur ce carré, sur le Sator en particulier. On voit bien que les diagonales ne fonctionnent pas. Ceci dit, nous voyons 5 mots de 5 lettres, ce qui, d'un point de vue des cases que forme le carré, nous avons bien le même nombre de cases en diagonale qu'en colonne. Donc cela suggère un problème visité dans le Moyen-Âge. La diague d'un carré est-elle égale ou non aux côtés? On sait bien actuellement que non, hein, on a tous appris le théorème de Pythagore, où un carré c'est 2 triangles rectangles et où l'hypoténuse est en fait du coup la diagonale du carré global. On va voir que du coup cette espèce de carré a un centre et que chacun des triangles en question formés par les hypoténuses possède une part du centre où il y a déjà tout dedans, sans pour autant être le centre en lui-même. Chacun a sa part de centre et l'ensemble a un centre en commun. Donc voilà, là, ça naît directement une espèce d'idée de fractal, d'enchevêtrement, c'est pour ça vraiment que j'utilisais ce mot, en chèvre et trait, pour ceux qui aiment les doubles sens et la langue des oiseaux. Donc voilà, là on rentre dans le fractal et je vous mets les infos du carré pour que vous puissiez un petit peu comprendre juste derrière. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, sinon beaucoup vont décrocher. Je ferai des vidéos plus spécialisées, détaillées, pour vraiment ceux qui sont acharnés, où on fera les liens mathématiques, enfin on essaiera, philosophiques, en langage des oiseaux, artistiquement plutôt global, niveau de l'architecture, niveau mythologie, alchimie, et puis la danse classique également, on verra que c'est tout à fait du même ordre, voire religion, hein, voilà. Je ne dis pas maîtriser la totalité des sujets, mais pour ceux qui creusent, c'est impératif qu'on en parle pour avoir une vision holistique, parce que sinon, qui peut parler du tout?
Pour les bases, si vous vous sentez complètement largué dans un univers inconnu, je vous donne encore des docs à lire avant toute chose pour le commencement. Voilà. Alors, ma base de tracé, du coup, c'est en octogone. On va voir pourquoi. La base de réflexion, c'était au départ, qu'est-ce que zéro? Bon, pareil ici, je ne vais pas faire l'histoire du zéro. Mais j'invite tous ceux que ça intéresse et qui réfléchissent à ça à étudier la numérisation à travers le temps. On verra que le zéro il n'est pas arrivé tout de suite, il faut étudier la base 60, la base 5, la base 9, 10 si on peut dire. Donc voilà, il faut regarder ça, le zéro n'arrive pas forcément dès le départ. C'est un principe, c'est une idée, c'est une réflexion le zéro. Après, c'est en fonction de ce qu'on a retrouvé comme écrit et de surtout ce qu'on en a compris. Donc on ne sait pas réellement ce qu'ils avaient saisi dans les profondeurs. Bien que d'un point de vue hermétique et analyse des symboles, on peut voir que c'est très ancien cette réflexion. En tout cas, ce qui a amené au zéro, à la réflexion du zéro, on voit que c'est très très ancien. Donc pour faire très très rapide, voire limite vitesse de la lumière, on comprend que 0 et 9, c'est deux versions d'une même chose. C'est paradoxal. Aussi paradoxal que la réponse, oui et non. Voilà, c'est très clair. Sans être, en étant complètement flou. Donc 9, on va dire que c'est l'œuf, tout neuf. Donc lui, le 0, il n'exprime pas, mais il sert tous les potentiels. Donc œuf ou graine inscrivent un temps, puisqu'il y aura une croissance. Sens de la croix, croissant de lune, vous voyez, il y aura ascendance, il y aura descendance. Donc la graine produira l'arbre qui produira son fruit, comme par exemple l'œuf produira l'être qui produira son fruit, son fils ou sa fille, fruit, fils, fille, et nous retournerons à la terre de la même façon. Bref, si on postule que le 0 c'est approximativement le 9, alors à l'aide de la réduction théosophique, qui n'est pas mystique et qui fonctionne très très bien, on peut regarder ça et se le prouver, faites des recherches là-dessus si vous voulez le comprendre. Donc on peut se dire que 19 égale 10. 1 plus 9, 10. 1 plus 0, 1. 10, 1. Donc 19 égale 1 et 10 égale 1 et 19 égale 10. Bon. Donc on a bien 9 égale 0. Si ça va trop vite et que tu n'arrives pas à mentaliser, pareil, derrière je l'écris, tu pourras regarder les photos pour comprendre pourquoi on peut se dire de façon philosophique que 0 et 9 c'est la même chose. Donc si 0 égale 9, alors la mesure est en 8 temps. En danse, il y a 5 positions, 6 avec la parallèle qui est plutôt neutre, et on compte en 8 temps. Mais qu'est-ce qu'on compte? Il y a 8 intervalles, mais 9 nœuds représentés par les traits chiffres. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 nœuds. Et donc on a 8 intervalles, de 9 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8. 8. Donc on voit que globalement il y a un décalage si on considère les nœuds ou si on considère les intervalles. Donc on va dire que les nœuds ce sont les chiffres posés là tels quels et les intervalles entre les chiffres. Donc du coup là il semblerait que ça se complique directement avec cette idée. Grosso modo les intervalles et les nœuds composent la musique. Il y a musique, compte, que lorsqu'on choisit une section. Qu'on met des bornes, une forme, qu'on fait l'observation, comme en quantique, ça n'existe pas tant qu'on ne fait pas l'observation. Ça existe, mais en tout cas on ne l'a pas relevé, on n'a pas pris une section qu'on va étudier, donc on ne sait pas ni où est le commencement ni où est la fin de la forme, le bornage. Donc les chiffres seraient comme des balises, l'entrée, et les intervalles le contenu, ou carrément le vide, c'est pareil, le vide c'est aussi le contenu. Donc ils peuvent aussi être comptés autrement, c'est-à-dire que si j'assemble les deux roues, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 9, ce serait le 1. Entre 9 et 1, ce serait le 2. 1, ce serait le 3. Vous voyez, si je prends les deux, les balises plus l'intérieur, les intervalles, je fais une roue commune, une musique commune pour voir ce qui se passe.
on voit une alternance qui provoque, j'imagine, le mouvement. Et donc là, on a vraiment une roue, comme si c'était la musique. Les notes, on dirait que ce seraient les chiffres, et les intervalles, le vide. Comme si on tricotait un pull infini, par exemple, la forme c'est le pull globalement, la laine ce sont les traits, les chiffres, hein, on va coudre avec, enfin tricoter avec, et l'espace entre les traits de laine c'est les mailles, le vide. Hein. Donc voilà, on voit que ça fonctionne, donc on a 9 chiffres, 8 intervalles. Là si on fait ça à l'ensemble des roues, là 9 il serait 1, sachant que 9 c'est déjà 0. Donc là, il serait 1, et 1 serait 3, et 2 serait 5, et 3 serait 7, et 4 serait 9. Donc ça veut dire qu'à nouveau, 9 serait 4 également. Donc on voit hein, que 9 serait bien 1 par différents systèmes, comme 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10, la roue. Je vais tout vous écrire, comme ça vous allez pouvoir percuter ce qu'il en est. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que 9 s'exprime en 0 quand il s'occupe de la roue des pairs, et 9 et 1 quand il est impair. Bien sûr, il peut être 4 également, hein, c'est la même chose quand il est 1 ou quand il est 4, sauf que 1 c'est quand il est au début de la mesure, 4 c'est quand il est à la fin. D'accord ? On le voit par écrit, je vous montrerai. De la roue commune, là on parle, hein, donc à la fois les intervalles et à la fois les séparations. Donc ça nous fait du coup 5 paires, 0, 2, 4, 6, 8, et 5 impairs, 1, 3, 5, 7, 9. Donc 5 et 5, 10, on a bien la roue, on a bien les deux 5, comme dans le carré, tout ça, super. C'est très bien, mais du coup le 0 et le 9 sont répétés. Le 0 est répété en paire et le 9 est répété en impair. Donc si ça c'est 1, on se retrouve du coup avec 4 paires, 4 impairs et 1 mixte. Si on le dessine, on se rend compte que 9, c'est le cercle central en commun de 2 carrés, en fait, les pairs et les impairs. Donc voilà, 4 chiffres pairs, 4 chiffres impairs. Ils forment une étoile en s'enchevêtrant, et ils ont au centre un 9 commun, qui est 0 pour les pairs, 9 pour les impairs. Et du coup, le 9 est à la fois le 1, un point central, le 4, les 4 directions, et 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Donc la roue et la boucle est bouclée. Donc en fait, c'est une intervalle entre les différentes mesures. La mesure a bien 8 ans, on peut la considérer ainsi ou ainsi, en bornage, en limite ou en contenu. Et voilà, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment besoin d'être un génie, là ça paraît compliqué, mais pas du tout. Je veux dire, n'importe qui peut réfléchir à ça avec une feuille de papier, un stylo et un regard finalement très enfantin. C'est ce qui m'a amené à ça. Donc on est obligé d'en parler pour comprendre ce qui m'a amené au tracé derrière de l'octogone de base, puis finalement du coup de la découverte du Sator à l'intérieur, puis du double métatron, puisque double métatron, ça fait un carré à l'intérieur qui est exactement formé de la même façon que le Sator, c'est le Sator à l'intérieur. On peut aussi, grâce à ça, tracer sans compas le métatron, les degrés, les 360 degrés, avec les directions, sans rapporteur, ce qu'on peut aussi voir à l'époque dans la création de la rose des bancs. Donc voilà, c'est le même principe un peu partout. Donc on va faire le tracé pour se rendre compte des leçons, des enseignements qu'on peut en tirer et voir si ça tient debout. Donc petite précision concernant le Sator, puisque l'on parle de l'œuf central 9. 9 plus 4 directions, donc le point central plus 4 directions, ça fait 13. Si on compte le 9, 9 comme 9, 9, 10, 11, 12, 13. 13 qui est aussi 4, si on fait 1 plus 3. Donc on voit bien le lien dont on parlait avant. Hein. On postule que le centre du Sator, c'est ce qui est le plus communément postulé, c'est n, c'est 13. On va dire que sa valeur c'est 13. C'est pour ça que je le précise là pour ceux qui ont déjà commencé. Je ferai également un récap de tout cela avec le tarot de Marseille à l'appui, puisqu'il contient également ces enseignements. D'ailleurs, si on ajoute encore 4 directions, les diagonales par exemple, là en étant parti en perpendiculaire, on obtient 17. 1 plus 7, ça fait 8. La carte 17 du tarot, c'est l'étoile, les toits. L'étoile a 8 branches, la carte 17 du tarot de Marseille. Donc voilà, on voit bien qu'on parle de la même chose.
L'alternance, le décalage des roues, fait que c'est bien 13 le centre et pas 17, car on part d'abord dans 4 directions et ensuite dans 8. On verra ça, mais pour dire que voilà, c'est fort probable que ce soit 13, bien que quand on remplace par 14 avec les origines latines, parce que nous, dans notre alphabet actuellement, N il est en 14 et pas en 13, ça fonctionne, c'est-à-dire que numérologiquement parlant, on tombe sur 10. Comme si c'était parfait, hein, la boucle elle est bouclée, sauf que pour que ça fasse 10, on a vu tout à l'heure que c'était bien la réunion des deux roues et que c'était jamais le cas parce qu'elle était en alternance. Donc 13, qui est d'ailleurs la carte, la sans nom, hein, dans le tarot de Marseille, qu'on peut dire la mort, en tout cas la fin de quelque chose, le renouveau, la fin et le commencement. Hein. Du coup voilà, on voit que sur l'heure aussi rapidement, sans rentrer dans les détails, que 13 c'est aussi une heure, donc 1. Donc 9 avec les 4 points, c'est grosso modo le dé de 5. Hein. Voilà, c'est un carré avec 5 à l'intérieur. Ce 5 c'est vraiment très important, on va le retrouver sur nous-mêmes, mais on va le retrouver aussi par exemple dans des symboles tels la main de Fatma. On va le retrouver, les 5 piliers de l'islam par exemple, on va se retrouver partout. Hein. On peut noter aussi que D, comme le mot direction, comme le mot Dieu, est la 4e lettre de notre alphabet, mais bon, encore une fois, on y reviendra. Je n'ai pas mentionné précédemment qu'on ira voir l'origine du langage, donc les alphabets, et du temps, donc l'horloge, l'heure et les calendriers, et par conséquent, puisque tout est pareil, l'astrologie. Ça fait beaucoup, mais on va y arriver, c'est vraiment très très intéressant et très en lien. Voilà, donc c'est parti pour le tracé en question. Donc ici on le voit déjà abouti, je vous l'ai mis là avec les chiffres parce qu'on voit bien. Comme ça je peux vous expliquer au fur et à mesure. Donc on prend un point central, donc c'est notre œuf, notre 0, notre 9, avec ses 4 directions. Donc notre 13 ou notre 5, sachant que 9 et 4. Bref, on ne va pas aller plus loin que ça. Donc on part du 9 et je pars dans 4 directions vers mon point 1. J'ai choisi le sens du côté du carré et non la diagonale. J'ai choisi le côté en impair, la diagonale en pair. Okay, on peut expliquer le pourquoi du comment plus tard, mais voilà, là déjà ça va nous permettre de nous rendre compte d'une forme que ça crée globalement. Donc 9, 4 directions. Ensuite de mon 1, je vais partir à 2 carreaux de diagonale. Là on a dit 1 égale un petit carreau, hein, donc ça fait 0,5 cm. 2 petits carreaux pour 1. Mais là, on a fait un carré, 1. Voilà, un carré vaut 1. Peu importe combien vaut 1, si tu respectes bien, ce sera toujours proportionnel à cette forme. Voilà. Donc là, 1 vaut 1 carré, on part. Ensuite, on se met à ce 1 et on va 2 en diago. 2 en diago, 2 en diago et ici 2 en diago. Voilà, on se retrouve de passer de 4 points, ce que je disais tout à l'heure, à 8, 2, 4, 6, 8, au niveau des 2, parce que le 1 se divise en 2, hein, on voit bien que ça fait ça. Ensuite, je vais partir de mes 2 et je vais aller ici à 3. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pars à droite et pas à gauche? Parce qu'en fait, je vais faire ici en tournant, puis ici en tournant, et puis ici en tournant. Dans les 4 directions, je vais inscrire un cercle, un mouvement. Voilà, là par exemple, si vous regardez ici, c'est la même chose, il y en a 3, mais c'est que dans un sens. Ouais, vous voyez, le point 1, ensuite on va ici 2, puis ici 3, puis ici 4, puis ici 5, puis ici 6, puis ici 7, puis ici 8, puis ici 9. Et en fait, l'extérieur revient au centre. Donc ça va bien qu'on trouve dans le Sator exactement pareil en nous disant que le commencement c'est la fin et que la fin c'est le commencement, donc nous revenons continuellement au centre. On peut le voir aussi sur des EEG par exemple, au niveau du cerveau, on a les ondes du cerveau et à chaque fois on a une espèce de blackout qui revient à une espèce de zéro. Donc c'est ça, hein, une fois que la chose est formée, tac, elle revient à l'intérieur. Mais là, on a uniquement dans ce sens-là, alors que pour ma part, je pense qu'il s'agit des deux sens. Hein, ça tourne à deux sens. Donc voilà, ici, on n'a pas réuni les cercles. Ici, on avait réuni les points, pardon. On les avait réunis pour voir une formation. Tandis que ici, on n'a fait que les points, donc que les bornes, et on n'a pas fait les intervalles. Donc on peut observer, voilà,
que je vais de 1 à 2, à 3, à 4, pareil ici, 1, 2, 3, 4, pareil ici, 1, 2, 3, 4. Alors, on continue, on va observer mieux. Donc, je suis ici, 1, 2, 3. Là, je vais 4 en diago. Donc là, je descends à 5. Là, je vais aller à 6. Je renote que je passe par un autre 5. J'arrive ici à 6. Maintenant, je compte 7. J'arrive ici à 7. Je compte ici. J'arrive ici à 8. Et je compte ici. J'arrive ici à 9. Un nouveau centre avec ces 4.1. Ce qui est très perturbant, c'est que en fait, sans vouloir se borner à faire la mesure de 8 qu'on a plus ou moins découvert précédemment, elle se forme toute seule. Avec ce principe-là, elle se forme toute seule, c'est-à-dire qu'à partir de 5, on a un cadre qui est posé. 6, lui, ferme les angles, cette espèce de carré qu'on a. Le 6 ferme l'angle. Et ensuite, on tombe le 7 sur le 7 d'un autre, sur le 8 d'un autre, pardonnez-moi. Et donc, du coup, cette espèce de point entre 6 et 9, à chaque fois, il est triple, parce qu'en fait, on retombe constamment dessus, c'est-à-dire que les 7 tombent sur les 8 des autres, mais également, une fois qu'on a fait le 9, si on recommence à faire les 1, parce que c'est ce qui va se passer, le 1 de ce 9-là, par exemple, tombe sur 7, 8. Donc, on a des espèces de triplettes, que vous voyez bien, hein, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Ça nous donne énormément d'indices, par exemple, sur pourquoi les jours de la semaine, il y a 7 jours. Pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi pas 6? Parce que le cadre est posé à 5, l'angle est fermé à 6. Donc vous voyez, on peut dire que l'humanité a été faite au 6e jour. Et que le 7e jour, entre guillemets, Dieu s'est reposé. Là, franchement, on le voit. C'est ce qui fait aussi que la fin, c'est à nouveau le début, qu'on vient de dire. Et également, par exemple, les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, quand on regarde leur conception, on se rend compte que dimanche, il est à la fois 7, à la fois 8, puis à la fois 1, comme dans les systèmes américains, anglais, où dimanche est le premier jour de la semaine. C'est pour ça que c'est le cas, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe, ça se monte dessus, ça se mange, on va dire, hein. Voilà ce qui se passe, d'où l'image du serpent au robot qui se mord la queue. En fait, le temps est, on va dire, symbolisé de cette façon-là. Et on verra par la suite que c'est aussi le principe de Thor, hein. Ça, on verra au niveau mathématique. Mais en tout cas, voilà, avec cette construction en octogone, on peut se rendre compte de plusieurs enseignements que l'on trouve dans divers domaines. Et ensuite, on peut en tracer des choses pour essayer de faire ressortir les informations. Donc ici, par exemple, on a un tracé vraiment très global avec tout dessus, donc c'est difficile à voir. On va en voir là, par exemple, ici, c'est le même que celui-là, mais avec les 4 sens. Donc on a les 4 directions. On a relié chaque cercle à soi-même. Donc on voit bien qu'ici, c'est le carré en 5. On voit bien que le 6 ferme l'angle et on voit la répétition qui balise, qui borne 7, 8, 9 sur les mêmes lignes. 6, 7, 8, 9 sur la même ligne. Je vous laisse regarder un petit peu ceci. Ici, par exemple, nous allons la voir avec les chiffres, mais vous voyez, c'est contenu dans exactement la même chose, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, on s'est amusé à fermer chacun des formes en 1, en 2, en 3. Donc là, voilà, c'est les points 1 reliés, les points 2 reliés, les points 3 reliés, les points 4 ici, et 5, 6. Vous voyez, c'est fermé, hein. 7 et 8 et 9. 7 et 8 ensemble et 9. Voilà l'image. Donc sur celui-ci, j'essaie de prendre d'en haut, mais je suis un peu petite. Voilà. Donc sur celui-ci, 1 égale 2 petits carreaux. Donc 1 cm, donc on le voit en plus grand. Donc ce centre, les 2 carreaux. Ensuite, du coup, on double, hein. Voilà. À chaque fois, on double, on garde la proportion. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on descend ici en 5, ici en 6, ici en 7, ici en 8 et ici en 9. Chacun dans sa direction.
Donc on le voit également. Alors, quel est le lien entre ça et le sator? Eh bien, il est que, en fait, quand on tire certains traits, on va avoir le carré qui apparaît directement avec cette formation. Donc, on va le faire directement en live. Donc, on voit, comme sur le grand ici, qu'on va relier certains points. Donc, on va relier les points 9, les points 3, qui sont aussi 6, on voit. Point 4, 6, 3, 9. On va les relier. Et le carré va apparaître, il va apparaître au point 3. Il va également apparaître à l'intérieur du point 2. Bon là ce sera trop petit mais on le voit très bien ici, c'est-à-dire ce petit carré là. Voilà. Et les points 3 qui sont ici, là, fait le carré. Voilà. On voit d'ailleurs que c'est double métatron, on voit les rectangles du métatron qui s'unissent en un carré. Directement, là-dedans, je refais un métatron et on voit que les deux rectangles donnent le petit carré. À chaque fois, c'est un sator. Donc, on va le tracer. Voilà, donc c'est tracé et apparaît au milieu le carré de 5 sur 5, de 25 cases. Voilà. On voit que là, on est passé par les points 1, vous voyez, c'est de l'intérieur aussi. 1, par les points 2, à chaque fois, 3, 4. On n'est pas passé par les points 5, 6, on n'est pas passé par 7 et 8, et 9, c'est aussi 1. Donc voilà par où on est passé pour obtenir ça. Donc je pense qu'en fait, ce sator signifie cette idéologie-là. Je pense qu'il a été construit de cette façon, compris comme cela. D'ailleurs, là, on voit, avec les espèces de bras, là, on voit carrément les bras qu'on peut ressentir dans le K, vous voyez. Donc, c'est exactement ces positions, on voit bien des symboles connus depuis longtemps. Voilà, je l'ai écrit grossièrement au crayon pour que vous voyez un petit peu la chose. Et là, on a un peu plus explicite. On comprend pourquoi le S du sator est certaines fois coupé sur certains qu'on retrouve où il n'y a pas l'angle. On va le comprendre au fur et à mesure du temps. On le voit là déjà, mais après le comprendre, on va l'expliquer. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne et comment c'est fait. Voilà, ici celui-là est assez grand avec 2 carreaux pour qu'on puisse voir l'enchevêtrement. Donc la partie qui correspond au central du sator et aussi un sator en lui-même. Là on voit très bien ce que ça signifie superposer. Maintenant qu'on sait ça, on voit ici qu'on a tracé les degrés, d'accord? Ça se fait sans rapporteur. Comment? Alors, déjà, on trace le métatron à l'aide du carré. J'expliquerai pourquoi, comment on fait. Mais du coup, le métatron, il fait en fait un point qui va nous aider. Donc déjà, c'est 15 degrés fois 24 qui nous fait les 360. D'accord? Donc, on va commencer par passer, on le voit de près, ici, par le point 6. Voilà, avec son collègue pareil. Donc, on passe par le point 6 pour avoir 15 degrés. Ensuite, le deuxième, on passe par le point 3. En fait, on ne passe pas réellement par le point 3. C'est entre les deux points 3, vous voyez, entre les deux points 3, exactement. Et ça donne en vérité la direction ici du métatron. Là, ce n'est pas parfait, mais je l'ai fait parfaitement sur le gros. Voilà, là, c'est la bonne direction. Donc, si on passe entre les points 3, on arrive directement à la hauteur exacte du métatron, de cet angle-là. Et là, ici, là, on est à 30 degrés. Ensuite, il faut passer par 9, l'œuf, mais pas celui-là, ni celui qui a été à la fin. Celui-là, il correspond en fait aux autres octogones. C'est-à-dire, on le voit ici, voilà. Chaque octogone qui utilise le centre également, vous voyez, va donner des points 9 qui se placent à l'intérieur du premier.
Bon, pas vraiment à l'intérieur, vous pouvez voir que c'est extérieur au cadre, mais quand même dans l'octogone. Et ceux-là sont les 9 qui appartiennent donc aux autres octogones. On sait exactement où ils se trouvent, on peut les calculer, c'est pour ça que là j'ai pu les mettre et puis ensuite le tracer pour le degré, parce que en fait les distances entre les œufs, entre les 9, est toujours la même. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on peut très bien s'y retrouver. J'expliquerai. En l'occurrence, voilà, là on est passé par le 9 et on a la suite des degrés. Et ça se répète, hein. Donc là on voit qu'on est passé par le 3 et le bout du métatron, ensuite on est passé par le 6, ensuite on est passé par le 9F, voilà. Et on peut observer où est-ce qu'on passe, pourquoi, comment, et se faire une idée de la chose. Je vous laisse méditer là-dessus. Si je m'amusais à mettre vraiment tous les points des octogones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les œufs 9 de chacun, on obtient un truc comme ça, genre ciel étoilé, et franchement c'est trop complexe à faire sans logiciel, moi je ne suis pas capable, donc voilà, donc on sait que c'est illisible, mais on sait que ça ressemble grosso modo au ciel. C'est pareil, vous voyez, il y a les cercles, hein. Les cercles, je les ai tracés pour vérification du métatron sans compas. Mais c'est vraiment un truc que j'ai tracé en dernier. Donc je me suis vraiment servi du cadre, comme je vous ai dit. Là, on voit très bien le Sator apparaître ici. Et ici également. Hein, voilà. On voit, là, le métatron est simplifié. Il n'y a pas tous les centres qui sont reliés comme c'est le cas ici. Voilà, là, il est assez simplifié. Mais c'est quand même un double. C'est-à-dire que, normalement, il y a 2 triangles. Normalement. 2 triangles et c'est tout. Moi, je l'ai mis ensemble pour qu'on puisse voir l'horloge cosmique entière. Donc là, on voit exactement que ça fonctionne. On peut compter, on peut vraiment découvrir beaucoup de choses. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 5 cercles, vous voyez. Et on les a pas là. Là, on passe au milieu. Donc, c'est quelque chose de super important. Également, on voit qu'ils sont regroupés, c'est-à-dire que là, ils sont tous serrés. Et puis, du coup, avec l'expansion de la forme, l'enchevêtrement, on voit que les suivants, ils ont de l'espace et qui sont regroupés par triade. Ici, là où j'ai mis l'éclair, on voit la place. Et c'est exactement la place des diagonales et exactement la place des S ou des R. Juste pour l'expérience, maintenant, comptons les cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans compter le centre. En comptant le centre, ça fait 7. Ici, on peut voir que c'est comme l'horloge, donc on arrive à 12. Donc, 19 en tout, sans le centre, et 20 avec le centre. Ce 19 est encore là. Il est vraiment très important. Si on simplifie le métatron, on obtient les 12 avant, c'est-à-dire qu'on a 13 en tout. Hein, avec le centre, 13, 12 sans le centre. Là, c'est le cas également. On a 12 cercles à l'extérieur. Si on compte le centre, ça fait 13. On le verra aussi dans les rayons de l'octogone, quand on comptera les rayons. Là, c'est plus gros, donc ce sera 24, 25 si on compte le centre. Carré Sator, c'est 25 cases en tout. Hein, d'accord, 24 si on ne compte pas le centre. Là, c'est exactement la même chose. Le rayon de l'octogone, ici, il fait 24, 25 si on compte le centre, 12, 13 si on compte le centre sur l'étage inférieur. Hein, quand on fait un carreau au lieu de 2. Voilà, là, pareil, à chaque fois, c'est proportionnel. Voilà, c'est toujours proportionnel et c'est toujours des mesures qui nous parlent. Voilà. Il faut voir que par exemple, il y a des bols tibétains, je ne sais pas si vous connaissez, je vous retrouverai les infos, dits magiques également, qui par exemple ont une circonférence de 12, 13 à l'extérieur, 12 à l'intérieur, si on compte l'épaisseur du vase, vous voyez. En astrologie, il y a 12 signes horoscopes, il y a 12 signes. Mais par exemple, si on est en tropical, il y a 12 signes. Mais si on change de point de vue et qu'on considère en sidéral, donc on est au-dessus de la Terre et on visualise aussi son centre, les pro-sidéraux vous diront qu'il y a 13 signes à l'horoscope. Donc voilà, déjà ça vous en dit pas mal sur ce débat. On verra que l'on va tout trouver, c'est-à-dire que là, les 24, c'est comme les 24 heures, les 12 heures, voilà. On va tout retrouver
Également les 12 mois de l'année. On pourra aussi se pencher sur du religieux, comme par exemple les 12 apôtres, les 24 piliers d'Égypte, bref, du temple. Hein. Donc on trouvera tout, et on trouvera tout avec le lien à la nature, au découpage du calendrier, aux phases de la Lune et de la circonvolution de la Terre autour du Soleil. Grosso modo, on trouvera tout là-dedans. Donc ça nous valide bien la fractalité de la chose, c'est-à-dire que on a à la fois un principe gestaliste, c'est-à-dire que la somme, le tout est plus que juste la somme des parties. Hein. Il y a quelque chose de plus dans l'entièreté. Vous pouvez voir la gestalt théorie en psychologie là-dessus, mais vous en entendrez partout parler avec différents noms. Donc c'est à la fois cela, mais à la fois dans chaque petite partie, on retrouve l'ensemble de la forme globale. Donc c'est encore une fois très paradoxal, mais en fait, ça vit ensemble, tout à fait. Donc voilà, dans chaque petite partie qu'on va prendre, ça va nous répéter à chaque fois constamment les choses. Je suis en train de le mettre en place ici, ça va reproduire exactement cette structure, hein, de par la géométrie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de répétitif. Même si la forme globale fait plus que ces parties, dans chaque partie, on retrouve l'essence même de la forme globale. Voilà. Là, on va regarder ici cette marguerite qui va nous faire comprendre le principe d'alternance. Donc là, encore une fois, on voit l'octogone de la même façon. Hein. On a tracé les degrés de la même façon. On obtient l'horloge. Et puis là, je l'ai coloré pour qu'on se rende bien compte de la différence. C'est-à-dire que nous, d'habitude, on a 12 ou 24 hein, en tant que balise, en tant que chiffre, en tant que séparation. Vous voyez, ici, nous, notre 12, il est là. Notre 1, il est là, par exemple. Certes. Mais le 12, il peut être ici, et le 1, il peut être ici. Personne n'a sa partie proprement dite. À chaque fois, il y a une espèce de mangeage, comme je disais tout à l'heure avec le serpent. À chaque fois, cette partie se mange. Il y a toujours 1, 2, 3 qui préexiste à 1, 2, 3. D'ailleurs, on le voit par la répétition du 12, qui 1 plus 2 est 3, comme ici. Donc, ce qui signifie que tout ça est répétition. Donc 1, 2, 3 précédent, et ensuite on commence. Parce qu'en fait, ça tourne comme ça en spirale. Donc à chaque fois, ça s'agrandit. Hein. On le voit bien avec la suite de Fibonacci, l'escargot, les pommes de pin et compagnie. Je vous laisse bosser là-dessus. Donc du coup, c'est une façon de s'étendre. On retrouve le nombre d'or et le pi un peu partout. Voilà, parce que c'est de cette façon-là que ça s'étend. Donc il y a toujours un petit peu plus. Et la roue, on ne peut pas faire un vrai cercle et le refermer, ce serait faux. En vérité, quand on commence un cercle, quand on arrive là au moment où on va le fermer, on est passé un peu plus grand. Hein. C'est ce principe-là de spirale qui fait qu'à chaque fois, la partie antécédente, 1, 2, 3, est avant, ça se répète, on va dire, c'est compliqué à expliquer. Mais voilà, là on peut vraiment le voir, soit ça c'est 12, soit ça c'est 1. Sinon, si là 12 est là et 1 est là, on va dire que 1 est ici. Vous voyez, 1 est là. Donc il a ça et ça. Mais ça appartient aussi à 12. À chaque fois, c'est exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'on a une alternance. Soit on considère les choses comme ça, soit on les considère comme ça. Je reprends le tracé donc avec les points 1, 2 et 3. Là, les points 4 qui sont rajoutés en extérieur. Les points 5 qu'on voit fermer les angles. Les points 6, 7 et 8 au même endroit, 9 et 1 au même endroit. Ici, j'ai fait les cercles qu'on va retrouver dans différents symboles. Il y en a 5. Ici, on voit que les points forment des carrés en fait. Et pareil au niveau des points centraux qui vont faire les futurs E. Voilà, là je remplis. On se rend compte comment ça a été créé, hein, les voyelles du carré par rapport en fait au point de base de l'octogone. Voilà les T qui eux ne sont pas dans les collés au point. Et S et R et P. Et on voit le Sator. Voilà ici que les voyelles. On voit bien la forme. Hein. On voit bien comment cela a été choisi. Et ce que ça représente dans les cercles. Et là on a enlevé les bouts des S et R pour montrer que c'est coupé.
Voilà, là sans avoir coupé. Et ici sans les angles, comme beaucoup de carrés qu'on trouve sans angle, ce qui est normal. Donc là, j'ai repris la forme globale en un peu plus grand pour qu'on voit bien et relier les points 2 et 3, sans les angles. Ici, je rajoute un petit hexagone pour vous montrer sans le reste des tracés où est-ce qu'il est, comment il se forme. Alors là, je fais les rectangles en reliant les points 3. Et ça, c'est les rectangles du double métatron en fait, avec le carré à l'intérieur. Je trace la suite des lignes pour vous montrer qu'ils sont bien reliés au point, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc là, je tracais les 6. Voilà, on continue. On va jusqu'au point 4. Voilà, ça y est, les points 4. Voilà, on voit le dessin qui s'était créé, puis on voit petit à petit apparaître le carré. Voilà, je le dessine au crayon pour que vous voyez. Et voilà, là on l'a entièrement juste avec l'octogone de base, on a tout. Ici je fais quelques rajouts à partir des points 5, vous voyez le grand sator, sayor même. C'est juste pour montrer comment le T lui grandit, mais ici on n'est pas à la mesure exacte du sator. Sator il se trouve dans le carré et dans le petit carré interne. C'était juste pour vous montrer le T qui pouvait être agrandi, comme une espèce de parasol au-dessus des autres. Voilà, là, on voit vraiment le carré interne qui se dessine. Voilà. On voit les E. Et voilà, là, il est entier. J'ai rajouté les grands T pour montrer que voilà, c'était fractal, ça se grandissait au fur et à mesure. Là, on voit bien le chevauchement au niveau du petit carré et du grand. Voilà, on a rajouté les points 9 avec ces points 1 tout autour de l'octogone. On ferme l'octogone pour avoir une vision. Voilà, là c'est clair. Voilà, on voit bien le petit carré là que j'ai repassé à l'intérieur, puis l'hexagone. On voit où est-ce qu'il se forme. Le deuxième, si on compte doubler. On relie certains points entre eux, bien qu'ils soient simplifiés, sans passer par le centre, pour bien voir. Voilà. Ici, on rajoute les degrés et les autres points des octogones autour. J'ai rajouté ici les traits bleus pour montrer que ça puisse faire un tore. On le voit sur les traits avec les flèches dedans-dehors, comme une alternance de dedans-dehors. Là, on revient sur le dessin de base pour voir le quadrillage central sans rien. Vous voyez comment naît le carré au milieu de cet octogone. Voilà, là à côté, on a le métatron en comparaison. Voilà, là on a tracé le rectangle du métatron en reliant par les points 4. Voilà, on le voit bien ici. C'est très clair au milieu du carré. Voilà, on les fait en deux couleurs différentes, le deuxième et le premier. On voit parfaitement le quadrillage. On continue l'hexagone en reliant les points au point 9 des autres octogones, vous voyez. Ça donne ça quand on fait double. Donc là, il y a les deux en même temps. Voilà, on relie les points entre eux. Là, je passe par-dessus le sator pour qu'on... Je vais laisser que le petit central, sator, qui est aussi rep du grand, libre pour qu'on y voit. Voilà, on continue. Là, j'ai mis la carte de la lune pour montrer que c'est exactement la mesure, donc au nombre d'or. Hein. Là, on a les deux cartes qui se croisent et deux rectangles à l'intérieur du métatron. Donc c'est la même chose, hein, comme le grand. Voilà l'ensemble. On voit les détails d'un peu plus près. Et on va le complexifier complètement, hein, en reliant tous les points qui doivent être reliés, comme avec le métatron. Hein. Voilà de près. Maintenant, on va faire les cercles, vous voyez, pour vérifier. Parce qu'ils n'étaient pas faits à l'avance. C'est uniquement pour vérifier, comme ceux qui construisent Métatron, avec les cercles. Donc là, en ayant fait les cercles que d'un seul Métatron, on a bien les 13 cercles de base avec le centre. Voilà, là on a l'ensemble. Donc les 6 centrales du Métatron normal avec le 7e en centre, plus les 12 autour, ce qui nous fait 18 ou 19. On voit apparaître le sator.
le complet. Les angles normalement sont coupés, on voit. Là, je l'ai fait en éclaté avec les cercles. On se rend compte que ça fonctionne. Ici, on a juste relié les points qui font l'espèce de K. Voilà, les T et les E au centre. Voilà, on voit que c'est lié au K, ça a la même forme. Là, on voit en centrale un peu plus clairement où sont les points par rapport aux traits. Petite image vérifiée au rapporteur que tout fonctionne. On le voit en grand, on voit qu'on a fermé le grand octogone externe avec les rayons au degré. Voilà, maintenant on va relier les points comme au début, comme précédemment, de 0 à 1, de 1 à 2, vous voyez là, en noir. Au centre, on le voit. Voilà, l'autre côté, tout ça. On va faire l'escargot. L'escargot que je vous ai montré au début, voilà. Quand il n'y avait aucun autre dessin, quand on tourne, voilà, en bas, symétrie. Chacun part dans sa direction et tourne. On va le faire jusqu'au bout. Voilà, on n'oublie pas qu'à l'intérieur, le carré, à l'intérieur des deux rectangles, à chaque fois, voilà, c'est le sator. Donc on comprend, un métatron, c'est les 5 solides de Platon. Moi, je les double parce que 5 et son image miroir, 5, ça fait 10. Donc la roue, on revient encore sur la roue, 10. On voit donc le rapport entre le double métatron qui contient en fait le sator, l'octogone qui contient l'hexagone. Et je ferai une autre vidéo pour parler des mesures exactes qu'on découvre sur tous ces tracés. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même compris comment a été tracé, trouver ce sator par l'octogone et les doubles métatrons.